Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Emmanuel Morzincan. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini. Ce que j'appelle esclavage, c'est l'impuissance de l'homme à gouverner et à contenir ses affects. L'homme, en effet, quand il est soumis à ses affects, ne se possède plus. Livré à la fortune, il en est dominé à ce point que tout en voyant le mieux, il est souvent forcé de faire le pire. Voilà les premiers mots de la 4e partie de l'éthique de Spinoza qui pose les bases de la servitude passionnelle. L'homme est gouverné par ses affects et ses désirs, mais comment ces affects sont-ils construits? D'où viennent-ils? Et comment structurent-ils les rapports sociaux? S'il est vrai que les émotions connaissent un retour en grâce en économie, comme on l'observe depuis le début de la semaine, pour notre invité d'aujourd'hui, la connaissance des affects permet aussi et surtout peut-être d'ouvrir un nouvel espace de lutte. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Le pouvoir des affects, voilà le vaste sujet que l'on va explorer aujourd'hui avec Frédéric Lordon, chercheur en philosophie au CNRS et auteur de La condition anarchique, paru il y a quelques jours au Seuil. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Bonjour Frédéric Lordon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un premier mot sur cette citation de Spinoza que je rapportais en introduction. Les hommes sont gouvernés par leur passion, la philosophie le dit depuis longtemps, mais les sciences sociales, elles, ont tardé à s'emparer des affects. Oui, elles ont tardé à s'emparer des affects pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, tiennent au fait que les sciences sociales, les sciences authentiquement sociales, disons dont la première d'entre elles a été la sociologie, puisque c'est la sociologie, en tout cas celle de Durkheim, qui, la première, dégage un plan spécifique des faits sociaux, doté de son autonomie propre, etc. Ces sciences sociales, en tout cas la sociologie durkheimienne, c'est constitué par un double arrachement d'avec la philosophie d'une part, et aussi d'avec la psychologie. Et donc évidemment, la catégorie même d'émotion s'est trouvée de ce fait-là prohibée dans le discours ordinaire des sciences sociales comme menace d'une rechute dans le psychologisme ordinaire. En réalité, cet arrachement inaugural a été assez rapidement rattrapé. Bon, il fallait poser un geste de rupture pour fonder une nouvelle discipline, et ça supposait une certaine rudesse et une certaine fermeté. La chose accomplie, on peut y revenir de manière un petit peu plus apaisée. C'est d'ailleurs ce que Durkheim lui-même n'a pas tardé à faire. Le dernier Durkheim travaille à réduire l'écart entre sociologie et psychologie, travaille à les réarticuler et utilise, plus souvent qu'à son tour d'ailleurs, la catégorie de sentiment, notamment dans les formes élémentaires de la vie religieuse. C'est donc quand même que l'idée plane un peu dans les esprits. Bon, et puis alors après, il y a eu toute la longue période structuraliste qui a mis à la marge du discours des sciences sociales les figures de l'individu, de l'acteur, du sujet. Et dans ces conditions, en effet, il n'était plus question de reparler ni d'émotion, ni d'affect, etc. Et alors, en économie, Keynes a tout de même ouvert une brèche avec ses esprits animaux. Il suggérait alors que l'économie pouvait être un monde de pulsions et de passions. Oui, mais Keynes était Keynes, et c'est une espèce d'hérétique dominant, une figure un peu oxymorique. Et en effet, parce qu'il était Keynes, et aussi parce qu'il travaillait dans le champ de la science économique à l'époque qui était la sienne, inutile de vous dire qu'il n'aurait pas pu faire la même chose 40 ans plus tard, parce qu'il était Keynes, il s'est autorisé cette espèce de percée heuristique formidable, qui a consisté dans le recours de la catégorie des esprits animaux, qui n'ont pas grand-chose de cartésien en réalité, mais dont le pouvoir d'évocation est tout à fait formidable. Il s'agit en effet de suggérer que derrière la surface lisse des comportements économiques, il y a tout un soubassement passionnel et pulsionnel, que ça glougloute méchamment, que la rationalité est une hypothèse pour le moins héroïque, ou en tout cas qu'il va falloir travailler de manière un petit peu plus complexe. Mais les esprits animaux n'en restait qu'au stade de la percée heuristique. J'ai une catégorie formidablement évocatoire, mais qui était toujours en attente de son concept. La chose étonnante d'ailleurs, c'est que
ce qu'on appelle l'économie comportementale, la behavioral economics, dont vous avez beaucoup parlé cette semaine. Cette économie comportementale qui comporte en son sein une branche keynésienne, a revisité les esprits animaux, mais sans faire le moindre progrès théorique à la catégorie, qui était donc toujours en attente de son concept. Et moi, il m'a semblé précisément que les concepts spinozistes de conatus et d'affect, ce doublet de catégories, offraient aux esprits animaux keynésiens leur concept. Et finalement, c'est une opération intellectuelle qui a tout de même quelques vertus, puisque avoir le concept de ce dont on parle, ça n'est jamais tout à fait inutile. Aujourd'hui, vous en arrivez à redouter un asservissement relatif de la science économique aux neurosciences. Ah oui, parce qu'effectivement, le courant qui tient la corde en ce moment, ce sont les neurosciences ou, par fusion avec l'économie comportementale, ce qu'on appelle la neuroéconomie comportementale. Alors ici, vous me pardonnerez, mais là, il faut que je fasse un petit pas de côté parce que il m'est tombé malheureusement sous les yeux il n'y a pas très longtemps une tribune de Jean Tirole dans Le Monde qui s'intitule L'Homo economicus a vécu. Et c'est quand même une tribune tout à fait extraordinaire, cette histoire. Jean Tirole y utilise des génériques comme l'économie, les économistes, etc. Mais finalement, il passe sur sa propre pratique théorique et sur le fait que pendant des décennies, la science économique, finalement, a vécu sur le primat tyrannique même, de cette hypothèse de l'homo economicus, et qu'elle est en train de négocier un virage sur l'aile, sans rien dire à personne, tout le monde se recycle dans l'onctuosité, et tout va très bien. Mais moi, je vais vous dire, ça me fait penser à, imaginez, vous avez un astronome ptolémaïque, le gars aurait calculé des épicycles toute sa vie, puis un jour, voilà, il y a Kepler, il y a Newton, et tout de go, sans crier gare, le type se met à dire, mais oui, que les planètes s'attirent en raison inverse du carré de leur distance, que ça détermine des orbites elliptiques, mais je sais ça très bien, et sans un mot de commentaire. Alors on lui dirait, non mais là, hey, Michel, t'es pas sérieux, t'es en train de renier ce que t'as fait pendant 40 ans. Donc, et c'est pas, pardon, hein, mais c'est vraiment important parce que c'est au nom de la figure de l'homo economicus que la théorie néoclassique a fait régner une tyrannie épistémologique sans partage sur le champ des sciences économiques. C'est au nom de cette figure qu'on écartait systématiquement les hétérodoxes des grandes revues, des conférences, de l'agrégation, etc. Je veux dire, alors vous voyez, pardon, hein, mais votre émission, pendant très longtemps, peut-être même aujourd'hui encore, aurait pu s'intituler « Ferme ta gueule, répondit l'écho », parce que c'était ça la situation discursive dans le milieu. Et quand je dis que ça dure encore, pour que votre information soit complète, c'est encore au nom de la science. Mais de quelle science? On ne sait plus maintenant. Que Jean Tirole intrigue dans les antichambres ministérielles pour faire dérailler les projets de création d'une section disciplinaire propre à l'économie politique hétérodoxe. Ou enfin, on lui lâcherait un peu les baskets et elle aurait la paix. Donc, pardon, je m'excuse, mais moi, ce genre de choses, enfin, ces révolutions scientifiques négociées sans le dire, et avec ce genre d'effet d'hégémonie à la clé, vraiment, ça me met le tableau électrique en difficulté. Et puis le problème de l'économie comportementale ou de ce tournant passionnel pris par les sciences sociales, c'est qu'il risque d'atténuer, selon vous, le rôle des structures dans la fabrique des affects, alors que ce rôle, pour vous, est essentiel. On donne trop de place à l'individu, Frédéric Lordon? Oui, alors revenons un peu à la théorie, c'est vrai, vous avez raison. La question, c'est de savoir si derrière le plaidoyer œcuménique déployé actuellement par la nouvelle théorie économique dominante qui tend la main aux sciences sociales après les avoir dûment ignorées pendant si longtemps, il s'agit de savoir si effectivement c'est bien quelque chose comme une science sociale qui est en train de se constituer. Mais alors encore faut-il avoir la définition de ce que pourrait être une science sociale. C'est pas si évident que ça. Moi, si je donnais une définition maximaliste, mais peut-être un petit peu cryptique, je dirais qu'une science sociale se reconnaît, une science authentiquement sociale se reconnaît à la maxime suivante. Toute la société est toujours partout présente. Ça serait ça, une science vraiment sociale. Vous voyez, là, vous devinez qu'on n'en prend pas tout à fait le chemin. Oui, comment dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que, contrairement à ce que considèrent les sciences sociales individualistes, ce qui, à mes yeux, individualiste du point de vue de l'individualisme méthodologique, ce qui, à mes yeux, est quasiment une contradiction dans les termes. Ceci signifie que la société ne consiste pas en le fait qu'il y a des individus autour des individus, qu'ils se rencontrent et qu'ils interagissent. Ceci signifie que la société elle-même est toujours entre les individus et même en les individus. Et pour donner une autre définition de la science sociale, peut-être un peu moins énigmatique, celle-ci consisterait à poser la prééminence conceptuelle et réelle
du tout social sur les individus et une prééminence qui, en effet, s'exerce au travers des structures. Ce qu'il faut expliquer, Frédéric Lordon, c'est que ce que vous dites, ce sont les désirs qui poussent l'homme à agir, mais que ces désirs sont déterminés par les structures. Et alors peut-être faut-il là expliquer que cette énergie du désir, cet effort pour persévérer dans l'être, ce que Spinoza appelle le conatus, ce qui pousse cette énergie dans un sens ou dans un autre, ce sont les affects. Et là, on touche au sujet même de notre émission. Oui. J'aimerais rester un instant sur cette histoire de structure parce que c'est assez important. Quand je dis que la prééminence du tout social s'exerce au travers des structures, que faut-il entendre par là? Les structures, si vous voulez, ce sont des rapports sociaux fondamentaux dont les réalisations historiques successives peuvent connaître des formes particulières et changeantes dans le temps. Je voudrais vous donner quelques exemples pour que vous voyez quel type d'alternative théorique tout ceci engage. Prenons quelque chose d'extrêmement simple comme le feu rouge. Le feu rouge n'est pas une structure en lui-même, mais c'est la réalisation particulière, très concrète, d'une structure plus générale dont je vais donner d'un rapport social plus général dont je vais donner le nom dans un instant. Vous expliquez qu'est-ce qui nous pousse à obéir. Oui. Alors que disait par exemple la théorie néoclassique? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête au feu rouge? Elle disait, c'est bien simple, l'automobiliste, il va peser d'un côté la probabilité de se faire attraper, le tarif de l'amende, et de l'autre, le coût d'opportunité du temps perdu à l'arrêt, etc. Il va faire ses calculs et il décidera s'il brûle le feu ou pas. Vous avouerez que c'est une théorie du feu rouge qui laisse à désirer. L'économie comportementale fait un pas de plus en disant le feu rouge c'est une norme sociale. D'ailleurs, c'est pour ça que nous parlons avec la sociologie, pour prendre en compte l'effet des normes. Mais une science sociale dirait autre chose. Elle dirait le feu rouge, c'est la réalisation institutionnelle d'une structure fondamentale qui s'appelle l'État, qui s'appelle le rapport social étatique. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment tout à fait différent. Et toute la question, c'est comment l'État réussit à nous faire agir. Voilà, et ça passe par les affects. Voilà, le propre des structures, et des rapports sociaux, c'est que les rapports sociaux préexistent aux individus qui ne viennent que dans un second temps les effectuer, avec une marge de variation, etc. Ça va sans dire. Par exemple, dans les limites de la behavioral economics, il y a qu'elle ne pourra jamais répondre à une question comme « qu'est-ce que c'est qu'être salarié ?» Elle pourra faire des petites théories locales du comportement des salariés, mais elle ne pourra jamais répondre à la question « qu'est-ce que c'est qu'être salarié ?» Pour répondre à cette question, il faut disposer d'une science sociale structuraliste, et en effet, pour avoir le fin mot de l'efficacité des structures au travers des institutions sur les individus, il faut avoir une théorie de leur agir passionnel. Alors justement, Frédéric Lordon, on voit que l'État cherche à influencer les individus et en faisant cela, il va essayer de les affecter, de produire des affects. Et on retrouve le même processus dans le monde du salariat, un monde où est apparu le Chief Happiness Officer, un responsable du bonheur en entreprise. Alors on parle de plus en plus de Chief Happiness Officer et de cette fonction dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte effectivement que tout ce qui était qualité de vie au travail et l'amélioration de la qualité de vie au travail, c'était aussi une grosse prévention des maladies en fait liées au stress, comme le burn-out par exemple. Du coup, cette fonction de Chief Happiness Officer, elle prend tout son sens là-dedans. C'est beaucoup de prévention et c'est en fait aussi faire du salarié un véritable ambassadeur de la marque. C'est-à-dire que en améliorant la qualité de vie au travail du salarié, on le rend plus productif, on fait en sorte en fait qu'il soit beaucoup plus heureux de se lever chaque matin. Et en fait, le fait d'être beaucoup plus heureux de se lever chaque matin pour aller travailler fait qu'il devient un ambassadeur parfait pour sa marque. Je sais qu'à titre d'exemple, au sein de LWM, les salariés qui sont du coup heureux n'ont aucune hésitation à aller partager les nouvelles de l'agence ou les offres d'emploi à leur réseau parce qu'ils savent qu'ils les emmènent vers un terrain assez propice en fait au bonheur au travail et à toutes ces problématiques-là. Ça marche vraiment. Alors je me rends compte en fait de plusieurs façons, c'est-à-dire que quand mes salariés m'appellent la maman, mamie, tata, la licorne ou la porteuse d'amour, je sais que ça marche parce que je sais que mon rôle il est défini et que effectivement, je suis là pour ça et que ça fonctionne vraiment parce que maintenant ils prennent le relais en fait. Je suis plus vraiment la leader en fait en termes d'événementiel ou de social. Même eux maintenant vont créer de l'événement, vont créer de l'échange et du contenu. L'ambition en fait, c'est plus de suivre ce que je leur propose, c'est aussi de proposer et de créer. Marie-Pierre Carbonnet, Chief Happiness Officer au sein d'une agence digitale. Alors de quoi ce nouveau venu est-il le nom, Frédéric Lordon? On est tellement débordé et surpassé par
par cette parole qu'on peine à reprendre ses esprits. Pour vous, si vous voulez vraiment, mais je pense que c'est le propre de l'époque. En même temps, c'est un mélange d'innocence et d'obscénité qui n'a absolument pas conscience de ce qu'il dit. C'est tout à fait impressionnant. Alors oui, mais pour moi, le Chief Happiness Officer c'est une figure que j'avais rencontrée à l'époque où je travaillais sur le rapport salarial, et où j'essayais, par une relecture spinoziste du structuralisme marxien appliqué au capitalisme, où j'essayais de dégager les différentes strates passionnelles du rapport salarial. Depuis les affects de peur, qui sont corrélatifs de ce chantage à la vie nue, en quoi consiste, en définitive, le rapport salarial, c'est-à-dire s'employer ou bien crever, jusqu'à effectivement, la dernière variante passionnelle du capitalisme, qui ne cesse par là de montrer aussi son extraordinaire plasticité métamorphique, qui a travaillé à enrichir passionnellement le salariat au point de désirer la production des salariés joyeux, c'est-à-dire d'un travail où, aux affects extrinsèques de la peur, seraient ajoutés des affects intrinsèques joyeux. Alors les affects extrinsèques, il faut dire que c'est la consommation, par exemple, le fait de lier la consommation à de la joie. Voilà, c'est ça. Les affects extrinsèques, c'est des affects qui... Pardon, il y a l'affect de la peur, lui, il est tout à fait intrinsèque au rapport salarial. La deuxième strate passionnelle, c'est celle du Fordisme, qui rajoute en effet une strate d'affects joyeux, mais d'affects joyeux extrinsèques, liés aux satisfactions de la consommation marchande autorisée par le salaire. On consomme hors du monde du travail. Exactement. Le travail n'est pas désiré pour lui-même, il est travaillé pour ce qu'il autorise comme satisfaction à l'extérieur. Et puis, le capitalisme fordien, entré en crise, s'est aperçu que, en réalité, ceci ne suffisait pas pour lui éviter un problème de résistance des ouvriers au travail, de sabotage, de perte de sens corrélatif du travail en miettes, etc. Et a tenté un remaniement passionnel de grande envergure en ajoutant des affects joyeux, mais cette fois-ci intrinsèques, c'est-à-dire en tentant de convaincre les salariés que la vraie vie, c'est la vie au travail, que le travail, c'est l'accomplissement et la réalisation de soi, et que c'est le lieu véritablement où on peut trouver le bonheur. Et du coup, une fonction hiérarchique s'est créée qui s'appelle le Chief Happiness Officer. Donc là, voilà, et ça donne lieu à ce genre de choses. Vous voyez, comme toujours, quand on est confronté à ça, on oscille entre les hypothèses concurrentes de la bêtise et du cynisme. J'ai l'impression qu'on a plutôt affaire à la première variante. Pour dire au micro qu'on l'appelle maman, tata ou malicorne, il faut vraiment qu'elle ait passé des caps. Et alors, ce que cela produit, Frédéric Lordon, sur le salarié, c'est qu'il finit par aligner ses désirs sur le désir de l'entreprise. Comment est-ce que cela se passe? Et peut-être que là, il faut revenir sur le fonctionnement de cet affect. Mais c'est le problème général du rapport salarial, mais considéré dans toute sa généralité. Le salariat est une forme historique particulière de l'enrôlement. Il s'agit d'enrôler des puissances d'agir tierces pour les ajouter à la sienne afin de réaliser quelque chose qu'on ne peut pas réaliser seul. C'est ça le problème du chef d'entreprise. Le problème du chef d'entreprise, c'est le problème de l'enrôlement. Notez bien que c'était également le problème du croisé, qui n'allait pas partir tout seul avec son couteau et l'autre chose que dit l'expression populaire pour faire la croisade. Bon, donc il faut enrôler des puissances d'agir tierces. Alors oui, en effet, il s'agit de réaliser un alignement de désirs. Il faut conduire à ce que l'enrôlé voit son désir vectorisé dans la même direction que le désir de l'enrôleur. Bon. Et c'est à ça que finalement, ce sont ces effets que remplissent les dispositifs institutionnels et passionnels successifs du rapport salarial. Alors les structures sociales ont le pouvoir d'affecter les individus. On voit que donc provoquer ces affects, c'est une façon de les déterminer à agir. Et on voit comment cela se passe dans un système capitaliste. Mais alors qu'en était-il dans le système féodal, par exemple? Parce que les objets du désir n'étaient alors pas les mêmes, Frédéric Lordon. Oui. Les grands agencements structurels changent dans l'histoire et ce qu'on pourrait appeler les régimes macro-historiques de désir changent avec elles. En effet, les énergies humaines ne se sont pas dirigées dans toutes les périodes vers les mêmes objets. À certaines périodes, des objets étaient vils qui sont déclarés honorables aujourd'hui et réciproquement. Alors, maintenant, comment s'opèrent ces changements? C'est pas à moi de vous le dire, mais en réalité, moi, ce que je m'efforce de faire, c'est une proposition conceptuelle dans laquelle
d'autres chercheurs en sciences sociales pourraient se reconnaître. La question que vous me posez, elle est l'affaire finalement des historiens, et ils ont des réponses là-dessus. Simplement, je propose de ressaisir leurs réponses dans les catégories d'un structuralisme des passions qui fait toute sa part à l'efficacité des affects. En tant que l'environnement social en général, l'environnement structurel est cela même où s'opère la détermination de ces objets qui vont être jugés dignes à poursuivre. Parce que si les objets du désir ne sont pas les mêmes, Frédéric Lordon, ça signifie qu'il y a une fluctuation de la valeur. Et le meilleur exemple peut-être de cette fluctuation à travers les âges, c'est le monde de l'art. Qu'est-ce que ça nous apprend, le fait que certaines œuvres sont considérées comme belles à une époque et non pas à une autre ? Mais là, je pense qu'il il est heureux de faire cette transition-là parce que ça permet de connecter toutes les thématiques de la valeur que j'essaye de réunir dans ce livre, alors même que généralement elles sont tenues séparées. Et en vous appuyant d'ailleurs sur les travaux de Durkheim sur la valeur. Oui, entre autres. Donc en l'occurrence, les problématiques de la valeur esthétique et celles de la valeur économique. Et en effet, là, moi, ce qui m'apparaît particulièrement, c'est que l'art contemporain, vous voyez, j'ai failli le dire. Enfin, d'ailleurs, il faudrait le dire. L'art contemporain, du fait même qu'il est désormais soutenu par un ensemble institutionnel qui s'appelle le marché de l'art contemporain, l'art contemporain est peut-être devenu le réactif le plus puissant pour mettre la valeur économique sous tension et lui faire révéler ses propriétés essentielles. Alors évidemment, oui, ça, la valeur esthétique et la valeur économique qui lui est corrélée sur le marché de l'art connaît des fluctuations proprement extraordinaires, de très grande ampleur, imprévisibles, etc. Et ceci ne nous dit pas quelque chose sur la valeur esthétique seulement, mais également sur la valeur économique, même si on aime à croire, mais à tort, que par ailleurs la valeur économique est réglée par des déterminations objectives, substantielles, etc., etc. Donc si vous voulez, sous l'espèce d'un cas en apparence dérogatoire du droit commun, le marché de l'art contemporain et la valeur esthétique pourraient bien livrer la vérité de la valeur économique, et même de la valeur tout court d'ailleurs. Ce que vous expliquez finalement, c'est que toutes les valeurs sont relatives, qu'elles soient esthétiques, économiques ou surtout sociales. Sous la clause de la vie dans le régime de la servitude passionnelle. Mais oui. Mais comme cette clause est presque toujours vérifiée en pratique, je peux reprendre votre énoncé tel quel. Et en effet, c'est ici que je convoque à nouveau Spinoza, qui montre bien à quel point, en effet, la valeur est totalement dépourvue de propriétés substantielles, ou plus exactement, il n'y a rien de positif dans les choses qui soit au principe de leur valeur. Ce qui fait la valeur des choses, où le mot « les choses » est à comprendre de manière extrêmement générale. Ce qui fait la valeur des choses, ce sont les intensités désirantes et passionnelles dont nous les investissons. Nos désirs étant déterminés par ailleurs. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que quelque chose a de la valeur qu'on le désire, mais parce qu'on le désire qu'il a de la valeur. Exactement. C'est la formulation ramassée de ce scoli clé de l'éthique, où Spinoza renverse catégoriquement le rapport que nous établissons spontanément entre le désir et la valeur. Le désir ne se règle pas sur des valeurs préétablies liées aux propriétés substantielles de choses, mais au contraire, le désir est l'instituteur de la valeur. Voilà. Alors effectivement, ça c'est si vous voulez, il y a quelque chose là d'une révolution copernicienne quant à la manière d'entendre la valeur. Et pourtant, l'imaginaire collectif continue à être persuadé que c'est parce qu'une chose est bonne qu'on la désire. Oui. Alors comment expliquer ça ? Et tout simplement parce que nous perdons la mémoire des circonstances dans lesquelles nous avons fait la rencontre d'un objet et par lesquelles cet objet, qui nous était primitivement indifférent, est devenu un objet de désir. Mais dès lors que le conatus a trouvé sa joie dans cette rencontre d'objets. Donc le conatus, cette force désirante. Voilà, c'est l'élan d'activité et de puissance qui se manifeste sous forme désirante et qui est propre de tout mode, de toute chose et en particulier de la chose humaine. Et ce sont les affects qui vont pousser le conatus à agir. C'est ça. Une fois que le conatus a expérimenté sa joie, même si c'était de manière fortuite, il tend spontanément, en tant que conatus, à la reproduire, à la renouveler. Mais alors, en effet, là, l'objet de joie est déjà connu, il est déjà posé, si bien que toute l'action est ressaisie, mais imaginairement,
sous l'espèce d'un schème téléologique. Ah bah il y a cette chose que j'aime et qui a de la valeur, et c'est pourquoi j'y retourne. À ceci près que cette inversion procède d'un effacement complet de la contraction du désir et de la valeur à l'origine. Ce que vous dites, c'est qu'en fait la valeur est déterminée en amont, mais dans un second temps, elle est aussi déterminante. Exactement. Elle est posée, exactement. Elle a été déterminée en amont, et puis une fois posée et reconnue comme telle, elle devient déterminante, ce qui est d'ailleurs d'une certaine manière le propre de l'ontologie des modes chez Spinoza, c'est-à-dire toute chose est à la fois causée et causante, déterminée et déterminante, et il n'y a pas de raison qu'il en aille autrement de la valeur. Alors on commençait à l'évoquer, mais j'aimerais qu'on aille voir ce qui se passe du côté du champ économique. Est-ce que les valeurs économiques sont elles aussi relatives? Écoutons d'abord comment s'établit cette valeur selon Marx. Ce que dit Marx, c'est que la valeur de chaque marchandise est fixée en réalité sur le plan social, d'une manière non délibérée, non planifiée, dans le mode de production capitaliste en tout cas, mais de telle sorte qu'en réalité sa valeur dépend du temps de travail socialement nécessaire pour le produire, c'est-à-dire des conditions techniques de la fabrication de cette marchandise, mais aussi de la quantité de cette marchandise qui correspond à un besoin social. Il existe en gros pour Marx un travail social global, ce qu'une société doit fournir comme travail pour subvenir aux besoins des individus qui la composent, et en fonction des différentes époques, une même société va allouer une différente quantité de temps de travail social à la production de telle ou telle marchandise. Et c'est donc en fonction de cette décision dont on serait bien en peine de trouver un équivalent réel. Il n'y a pas eu de grand concile où ça s'est décidé. La plupart du temps, ça se fait de manière à la fois spontanée et brutale, pour Marx. Et c'est en fonction de cette décision qu'en réalité, telle marchandise va avoir, à tel moment, une valeur plus ou moins grande. Florian Nicodème, professeur de philosophie, qui nous explique que pour Marx, c'est le temps de travail abstrait qui donne sa valeur à une marchandise. Alors, est-ce que cela veut dire que les affects ne seraient pas en jeu, Frédéric Lordon ? C'est ici que les relations avec la théorie marxiste de la valeur se tendent. Je dois dire, parce que je voudrais lui rendre hommage tout de même, que beaucoup des choses que je pense à propos de la valeur m'ont été inspirées, me sont venues avec les travaux d'André Orléans, dont je me livre dans cet ouvrage, ou à propos desquels je me livre dans cet ouvrage à une sorte d'accommodation spinoziste, ainsi qu'à une extension au-delà des frontières de la seule valeur économique, mais que je souscris quasiment en tout point à ses propres thèses, qui commence par faire remarquer tout de même que dans le fameux chapitre 1 du Capital, où se trouve exposée la théorie de la valeur, Marx semble osciller entre deux théories de la valeur. Il y a la théorie substantielle, dont les éléments viennent, ou substantialiste, dont les éléments viennent d'être rappelés à l'instant, mais que Marx corrige, mais dans un geste qui ne peut pas ne pas être contradictoire à quelques degrés, par une théorie d'une toute autre nature, qui est la théorie du fétichisme de la marchandise, qui est pour le coup une théorie tout à fait relationnelle de la valeur. Alors, que faire de ces deux théories? Et comment savoir laquelle des deux on va qualifier de théorie marxienne de la valeur? L'argument d'André Orléans, que je reprends à mon compte, est à mon avis tout à fait convaincant, c'est celui qui consiste à dire il suffit de regarder dans la suite de l'œuvre laquelle des deux est mise au travail. Et celle qui est mise au travail, c'est la théorie substantialiste de la valeur. Alors évidemment, on peut se livrer à des accommodations, etc. Mais ça reste une théorie substantialiste dont le problème fondamental est le suivant: des objets hétérogènes, cristallisant des travaux hétérogènes, vont se rencontrer dans l'échange. Par conséquent, il doit exister quelque part un plan d'équivalence, un plan de commensurabilité qui précisément va les rendre échangeables. Et qui peut être le temps de travail ou qui peut être les affects. Alors voilà, la réponse marxiste, c'est que ce plan de commensurabilité qui permet de réaliser, qui permet de produire une équivalence, c'est la substance sociale que constitue le temps de travail abstrait. Bon. Ouais, il y a évidemment là le discord avec le Scoli Spinozi sur l'inversion du désir et de la valeur est rédhibitoire. Il est sans recours. Et par ailleurs, on en a parlé un instant, mais des phénomènes comme l'art contemporain, on pourrait parler de la mode également,
c'est vraiment des points de souffrance pour la théorie marxiste de la valeur, puisque là on a des déterminations de la valeur et même des fluctuations de la valeur qu'on pourrait difficilement rapporter à quelques quantités de travail abstrait. Alors il faut suggérer quelque chose d'autre à la place, quitte à se fâcher localement avec les marxistes. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie ça. Et c'est là qu'interviennent les affects, et notamment le fait que c'est le prix que je suis prêt à donner à un objet qui crée sa valeur. Oui, le dénouement dans l'échange par lequel se fixe la valeur marchande d'un bien, c'est celui qui suit de la confrontation d'intensité désirante. Voilà. C'est ça la thèse, finalement. Ce serait la thèse d'André Orléans revue dans le lexique spinoziste. Si bien que ce qui fait le plan de commensurabilité, ce qui va réhomogénéiser des choses à l'origine hétérogène, c'est ça. C'est les intensités affectives. Pictures grow old and faded. This life is what we made it out to be. Anyone that I can see. To them we're just pretending. Their worlds are never ending. Lie to me. That's not how life should be. 'Cause you're an angel for your own alone, and it's a change that's found in only song. I'll be standing by when you're around. And if you see that girl, hold on to you. And if it's clear her heart seems more than true, there's no other words that can describe forbidden emotion. Forbidden emotion. Just as the world keeps turning, my heart's a candle burning endlessly in a world that I can see. They're not the same as we are. The words we sing will be our destiny. That's how it has to be. 'Cause you're an angel for your own alone, and it's a change that's found in only song. I'll be standing by when you're around. And if you see that girl, hold on to you. And if it's clear her heart seems more than true, there's no other words that can describe forbidden emotion. Forbidden emotion. Take it. Forbidden Emotion de Warm Soda. On parle de la puissance des affects avec Frédéric Lordon dans Entendez-vous l'écho sur France Culture, et on a vu comment la valeur d'un objet était créée au niveau individuel, c'est-à-dire quand on désire cet objet, mais les valeurs socialement établies et acceptées sont collectives et non individuelles. Frédéric Lordon, alors comment est-ce qu'on passe d'une valorisation individuelle à une valorisation collective ? Alors de manière très simple et en même temps très compliquée. De manière très simple parce que, en répliquant analogiquement la proposition initiale, pour dire que, de même que la valeur est formée individuellement par projection d'affects éprouvés individuellement, et bien de même, les valeurs collectives, les valeurs sociales sont le produit de détermination d'un affect commun. Alors après, il reste à se poser la question de savoir comment ça s'engendre, l'affect commun. Alors ça, c'est extrêmement compliqué. En réalité, c'est l'objet de développements spéculatifs qui rendent difficile de les exposer ici, sachant que d'abord, il est tout à fait vain d'essayer de remonter à ce qui serait une espèce d'origine de l'affect commun, c'est-à-dire d'origine de la création du corps politique, de la communauté politique comme communauté passionnelle, etc. Vous préférez parler d'un mimétisme, peut-être ? Non, c'est pas tant ça que je voulais dire que le fait que des affects communs s'engendrent, en réalité, les affects communs nous apparaissent d'une manière particulière qui est leur cristallisation dans des institutions. Qu'est-ce que c'est qu'une institution ? Une institution, c'est une certaine réalisation du collectif, c'est une certaine réalisation de la puissance du collectif.
Raison pourquoi, d'ailleurs, l'institution en question a le pouvoir de nous affecter, c'est-à-dire de nous faire quelque chose, et par suite de nous faire quelque chose, de nous déterminer à faire quelque chose. Si elle a cette puissance, c'est qu'elle nous affecte. Et si elle nous affecte, c'est qu'elle a de la puissance. Et c'est une puissance collective, en effet, qui est déjà préformée, précristallisée, déposée dans l'institution. Si bien que le gigantesque buissonnement de l'affect commun, tel qu'il est déposé dans le massif des institutions, peut toujours croître et se développer dans de nouvelles directions, mais à partir de choses qui sont déjà là, de ressources institutionnelles qui sont déjà constituées, de formations cristallisées d'affects communs qui sont déjà là, déjà présentes. Bon, alors c'est la seule réponse finalement à peu près simple qu'on pourrait faire sur cette question, mais qui est assez parlante. Lorsque vous voulez produire un affect commun et déterminer un certain nombre de gens à faire quelque chose, que vous le sachiez ou non, vous vous appuyez sur une ressource institutionnelle déjà constituée. Vous la remobilisez dans le sens de votre désir d'affecter à vous, etc. Mais cette puissance, elle est déjà là. Et le groupe se trouve alors rassemblé autour d'une même idée du bien et du mal, du licite et de l'illicite. Et c'est là que la législation peut intervenir, Frédéric. Alors là vous me faites en revenir à ce modèle spéculatif dont je parlais à l'instant en disant que ça m'arrangerait bien de pouvoir l'éviter, parce que effectivement c'est une genèse d'un genre très particulier que André Orléans et moi-même avons pratiqué à propos de cette forme institutionnelle tout à fait fondamentale qu'est la monnaie en général, et qu'à la suite d'Alexandre Matron, nous avons qualifié de genèse conceptuelle. Donc c'est une genèse conceptuelle, c'est par opposition à une genèse historique, c'est pas une scène réelle. Il s'agit pas précisément d'essayer de remonter à une origine des temps, mais il s'agit de poser une expérience de pensée, c'est-à-dire en définitive une sorte de fiction théorique. Vous donnez l'exemple de Dieu, par exemple. Il n'y a pas un moment où Dieu s'est mis à exister. Oui, non, alors là c'est encore autre chose. Oui, l'idée de Dieu, vous voulez dire, je suppose. Et cette scène originelle qui permet, par exemple, de rendre compte, mais d'une manière tout à fait stylisée, et j'y insiste de nouveau, fictive et conceptuelle, c'est-à-dire spéculative, donc sans que la chose puisse être mise en rapport avec quelques contreparties empiriques. Cette scène originelle, effectivement, nous livre un certain modèle conceptuel de la constitution du corps politique, en tant d'ailleurs qu'il est fondamentalement un corps axiologique, c'est-à-dire que la communauté politique se forme d'abord par l'effet d'une constitution morale, c'est-à-dire par la convergence des imaginaires sur un schème de valorisation différentielle élémentaire qui va distinguer le bien, le mal. Et ceci est en effet une genèse morale. Et par la suite, l'appareillage institutionnel de la chose donnera la différence du légal et de l'illégal, ou du licite et de l'illicite, etc., etc. Et c'est en tout cas autour de cet affect commun que le groupe se constitue comme groupe. Et alors, est-ce que comprendre comment un affect commun est produit, donc cet affect qui, je le rappelle, nous fait ensuite agir, est-ce que c'est aussi chercher les moyens de le détourner? C'est là que s'ouvre, selon vous, cet espace de lutte politique, Frédéric Lordon? Oui, vous voyez, l'écart est immense, n'est-ce pas, entre cette scène fictive, conceptuelle, non historique, et le monde des institutions réelles, des affects communs réels, etc. La chose la plus importante à dire pour caractériser cet écart, c'est que, contrairement à ce que pourrait suggérer la scène originelle, le monde de l'affect commun n'est ni un monde d'homogénéité, le monde réel de l'affect commun n'est ni un monde d'homogénéité, ni un monde de perpétuité. D'abord, il n'y a pas d'affect commun qui fasse l'unanimité, même ceux par lesquels opèrent les formes institutionnelles macrosociales, comme l'État ou la monnaie, etc. Il y a des gens qui se refusent à rentrer sous l'affect commun de l'État, ou qui n'y entrent pas complètement. Il y a des affects communs plus puissants que d'autres, oui, et ils sont en lutte. Oui, il y a des agents qui sont rétifs à l'affect commun monétaire, qui sont décidés à utiliser, à recourir à d'autres pratiques monétaires, et même la langue elle-même a ses dissidences, a ses insoumis, a ses patois, ses dialectes, etc., etc. Donc le monde de l'affect commun n'est pas un monde unanimitaire. Et c'est un monde fractionné puisque, en réalité, toutes les luttes politiques
Et toutes les luttes axiologiques, qui sont des luttes pour les assertions de la valeur, se mêlent à coups d'affect commun, ce qui signifie que la multitude est fractionnée. Et elle est fractionnée entre sous-affects communs régionaux qui viennent à s'affronter, dont l'issue des conflits est indéterminée a priori, sachant que de toute manière, mais ça c'est une trivialité qui nous est livrée par l'histoire, ça change. Oui, il y a du changement. Les formes institutionnelles changent, les valeurs changent, les ordres axiologiques se transforment, et tous ces changements ne s'opèrent que par les luttes intestines internes à la multitude et à l'affect commun. Alors, c'est possible de détourner cet affect commun, car selon vous, peut-être qu'il faut expliquer la thèse de votre livre, La condition anarchique, c'est qu'il n'y a aucun fondement de vérité absolue, aucun ancrage de la valeur. C'est ce que vous appelez la condition anarchique. Ça revient à dire finalement que la valeur, c'est avant tout une croyance et une vérité. Oui, le mot d'anarchie ici, là je pense qu'on l'aura compris à ce stade, ne renvoie pas du tout à une théorie politique, mais doit être compris littéralement, étymologiquement, comme anarché, absence d'arché, absence de fondement en effet. Et donc, dans le régime de la vie passionnelle, j'insiste de nouveau sur cette clause, elle est très importante. Dans le régime de la vie passionnelle, en effet, il n'y a pas d'arché. Il n'y a pas de fondement absolu dont une position de valeur pourrait se revendiquer. Et cette absence de valeur crée des effets tout à fait contrastés, puisque quand elle est aperçue, elle est source d'inquiétude, mais en même temps, elle ouvre la marge à une reprise des hostilités axiologiques, c'est-à-dire à une reprise des luttes pour asserter différemment la valeur. Si bien que l'axiologie générale, qui est attenante à ce que j'appelle la condition anarchique, est nécessairement une axiomachie. Machie du grec machia, lutte, c'est-à-dire une lutte pour les valeurs. L'existence de la valeur dans la condition anarchique détermine nécessairement des luttes pour la valeur, et d'autant plus précisément qu'il n'y a pas de fondement ultime qui viendrait régler une fois pour toutes la controverse, laquelle peut par conséquent, être relancée à tout instant. Pour autant, et c'est ce que vous expliquez dans cette interview publiée dans Les Inrocks, cette absence de vérité absolue, ce n'est pas du nihilisme. Ah non, non, en effet, on confond souvent, enfin, on pourrait être amené à confondre le relativisme spinozien avec du nihilisme, mais il n'en est rien, car la condition anarchique n'est pas un monde où les gens ne croient plus à rien, il est un monde où les gens se séparent en groupes qui croient à des choses différentes, ce qui est pas du tout pareil, et qui s'affrontent avec la même certitude de croyance les uns que les autres, chacun étant évidemment persuadé d'être le détenteur des morceaux de la vraie croix, c'est-à-dire de la vraie valeur. Mais bon, évidemment, il faudrait qu'une philosophie de la condition anarchique vienne leur dire derrière, en réalité, sous ce rapport, vous êtes tous équivalents les uns aux autres. Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que précisément, je dis ça m'échappe, mais je voudrais pas qu'on en déduise que ce cadre théorique de la condition anarchique détermine une sorte de relativisme plan et totalement indifférencié. Ça n'est pas vrai. Mais le moyen de réinstaurer de la valeur dans un cadre qui nie la valeur des valeurs nécessiterait des développements un peu plus complexes. Donc je préfère m'en abstenir ici. On cherche à se battre pour imposer ses propres valeurs, et cela passe par quoi? Par l'intensité, la puissance de l'affect? Comme toujours dans le monde social, les conflits de valeurs et les conflits tout court, les conflits collectifs, se règlent selon la loi des plus gros bataillons passionnels. C'est ceux qui ont réuni les plus grandes intensités passionnelles autour d'eux qui l'emporteront. Et les autres seront dominés. Alors réunir les plus grandes intensités passionnelles, notez bien que ça ne veut pas dire nécessairement être les plus nombreux, n'est-ce pas? Mais un petit nombre peut l'emporter dans cette affaire, à la condition d'avoir de son côté des ressources passionnelles, des ressources affectives plus importantes que celles du camp d'en face, et des ressources affectives notamment déposées sous la forme cristallisée dans des institutions auxquelles on va s'adosser, dont on va se servir pour remobiliser la puissance dont elles ont opéré la capture. Et qu'est-ce qui fait que certains peuvent mobiliser davantage de passion pour convaincre, puisque vous expliquez que c'est par la passion que l'on persuade, et c'est ce qu'essaye de faire la politique? Il n'y a pas de réponse générale à cette question. Il faudrait procéder à des cliniques de cas particuliers. À chaque fois, prenons un cas particulier de lutte axiologique, prenons un cas particulier de renversement axiomachique, et puis dépiotons-le, et puis on verra bien comment les choses se sont passées
passé, quelles ressources particulières les camps en conflit ont mobilisé et dans quelles conditions les uns l'ont emporté sur les autres. La politique, dites-vous, c'est l'art d'affecter, car les idées seules, donc sans affect, n'ont pas d'effet sur nous et ne peuvent pas nous pousser à agir. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'idées qui seraient chargées d'affect par le politique ? Mais il y a que ça. C'est même pas que j'ai des exemples concrets, c'est que toute la vie politique n'est faite que de ça. À la limite, il faudrait presque renverser la question et la formuler totalement à l'inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des idées qui ne sont pas chargées par des affects ? Voilà. Quel est le triste destin d'idées qui précisément ne sont pas chargées par des affects et qui luttent pour acquérir quelques intensités ? Alors là, oui, là, on a un exemple qui est tout à fait particulier d'une idée dont le changement de statut est en train de s'opérer sous nos yeux et à vitesse de plus en plus importante. C'est la question du changement climatique. La question du changement climatique, pendant très longtemps, ça a été une espèce d'abstraction qui ne mordait pas. Qui ne mordait pas parce qu'elle n'avait pas de prise passionnelle sur les individus, parce qu'elle n'avait pas les intensités affectives suffisantes pour les déterminer à faire quelque chose. Alors, vous pourriez me dire que actuellement, ça nous détermine pas à faire grand-chose. Mais si, quand même un peu. Ça nous détermine à être préoccupés, à écrire des textes. Alors, ça fait faire des appels, des pétitions, des trucs comme ça, des manifestations. Mais il n'y a pas assez d'affect, pas assez de passion pour nous pousser à l'action, c'est ça que vous dites ? Ce qui est vraiment pas grand-chose et qui parfois même est un peu dérisoire, voire hypocrite. Mais peu importe, c'est déjà un début de quelque chose. Et là, en effet, vous voyez, c'est là que l'idée de la déconnexion entre les gros bataillons passionnels et le nombre s'avère. Précisément, regarde, ceux qui tiennent à ce système et qui le maintiennent, n'est-ce pas, en dépit de la catastrophe climatique où ils nous mènent, assurément, ce ne sont pas les plus nombreux, mais ce sont eux qui ont le plus de ressources institutionnelles affectantes de leur côté. Alors la société, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, crée ses propres vérités, mais ces vérités pourraient être tout autres. Et vous donnez l'exemple de la dette. Est-elle légitime ou illégitime ? On ne sait pas quelle vérité l'emportera. Oui. Et voilà, c'est un cas type de conflit axiologique, c'est-à-dire de conflit d'assertion. D'un côté, par exemple, à propos du cas de la dette grecque. Vous aviez ceux qui disaient c'est une dette illégitime, c'est une dette odieuse, en qualifiant à chaque fois ce que signifie illégitime, odieux, etc. Par conséquent, elle n'a aucun titre à être remboursée. Et puis en face, vous avez le discours des créanciers. Mais enfin, le droit, il y a la valeur du droit des contrats, il y a la valeur des engagements pris, il y a la valeur des promesses à tenir, et ce sont des valeurs tout autant. Bon, alors comment se règle un conflit comme ça ? Aucun des deux ne parviendra jamais à invoquer un fondement absolu ou une encre de rang supérieur qui permettrait de trancher la dispute. Mais chacun y va avec sa propre thèse, avec non pas sa propre vérité, mais sa propre véridiction, en espérant réunir les moyens affectifs collectifs qui lui permettront de l'emporter. Bon, et l'histoire va retenir comme vraie la vérité du vainqueur, de celui qui aura réussi, le mieux réussi à convaincre, à affecter. Exactement. Et pour l'instant, celui qui l'emporte, qui voit sa véridiction l'emporter, c'est la Troïka, ce sont les institutions européennes, etc. Et puis des fois, c'est le parti d'en face qui, d'un trait de plume, décide que non, la dette, on la remboursera pas. Et alors, quel est, dans ce paysage, le rôle de l'intellectuel Frédéric Lordon ? Est-ce qu'il doit charger ses idées avec d'autres affects ? Ah, s'il veut intervenir en politique, c'est, mais presque tautologiquement, la seule avenue qui lui soit ouverte. En effet, s'il ne fait que parler par abstraction, et ne manier que des idées purement idéales, c'est-à-dire des idées qui n'ont pas la moindre capacité affective de mordre sur les individus, son discours restera par définition lettre morte. Donc oui, c'est comme toujours, je veux dire, l'intervention politique de l'intellectuel, comme toute intervention dans le champ politique, c'est une histoire de pouvoir d'affecter. Ce qu'il faut peut-être souligner, Frédéric Lordon, c'est que ce n'est pas parce qu'on a pris l'habitude de fonctionner d'une certaine façon que nous sommes condamnés à fonctionner de cette façon, c'est ce que vous nous expliquez. Et cette pensée est peut-être issue d'une interprétation erronée du concept de déterminisme qu'on associe à un fatalisme. Oui, on pourrait recommencer l'émission à zéro avec cette question, parce que en effet, comme on sait, la philosophie de Spinoza est peut-être l'une des philosophies qui affirme avec le plus de radicalité la thèse du déterminisme intégral, mais sans reste, sans le moindre interstice. Et pourtant,
Spinoza est un philosophe dont la philosophie politique vise à penser aussi les séditions, les effondrements institutionnels, donc le changement historique. Il faudrait déjà se poser la question de savoir que, la simple question qui suit d'observer que ces deux choses ne sont visiblement pas incompatibles. Or, malheureusement, dans le débat courant, en effet, et pas seulement dans le débat courant d'ailleurs, jusque dans la sphère académique, cette thèse du déterminisme fait l'objet de malentendus et de contresens à n'en plus finir, qui passent le plus souvent par des énoncés standards comme « Ah, mais pourtant on a toujours la possibilité de faire autrement » ou bien « Ah, mais s'il y a du déterminisme, alors la reproduction est éternelle » ou bien « Ah, si tout est déterminé, il ne pourra pas y avoir de transformation politique, donc l'activité politique n'a aucun sens ». Et tous ces lieux communs sont absolument faux. Alors bon, mais là il faudrait beaucoup de temps pour les prendre un par un et les désosser méthodiquement. Alors on arrive presque au terme de cette émission, Frédéric Lordon, mais écoutons tout de même l'historien Roger Chartier s'entretenant avec Pierre Bourdieu, c'était en 1988 sur France Culture. On entend d'abord Roger Chartier, puis Pierre Bourdieu. Pendant longtemps, finalement, le rôle des intellectuels était d'essayer d'inculquer aux dominés le discours qu'ils devaient tenir sur leurs propres conditions. Et donc de leur imposer ce discours qu'ils ne pouvaient pas constituer par eux-mêmes, mais que d'autres savaient pour eux. Il me semble que dans la perspective qui est la tienne et qui a cette capacité heuristique de faire penser dans d'autres domaines que le domaine de la sociologie, finalement le projet est tout autre. C'est de donner des outils permettant de démonter les mécanismes de domination qui fonctionnent sous les espèces de la division naturelle, normale, ancestrale. Et il y a presque un projet là de reprise de possession de l'individu par lui-même, ce qui je crois est assez contraire avec une image très stéréotypée de ce travail qui est pensé comme montrant que des contraintes contre lesquelles on ne pourrait rien, broyant les individus et ne leur donnant aucune place. Si je voulais répondre en une phrase à ce que tu viens de dire, et je dirais que nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de finir libres. Nous naissons déterminés, nous avons une petite chance de finir libres, nous dit Bourdieu. C'est aussi votre conviction, Frédéric Lordon ? Pas du tout. Non, plus exactement. Non, alors moi c'est tout à fait touchant parce que c'est un point de désaccord avec la pensée théorique de Bourdieu. C'est-à-dire Pierre Bourdieu, me semble-t-il, est resté prisonnier lui aussi de cette idée que le déterminisme, s'il était affirmé intégralement, n'offrait plus aucun espace pour la transformation politique. Et je pense que à cet égard, il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. Et qui fait le point de faiblesse d'une certaine manière de sa propre vision sociologique des choses, puisque quand bien même il reconnaît qu'il nous resterait une marge de 5% de liberté, etc., on le prend toujours à partie sur les 95 autres pourcents. Moi, je pense qu'il faut radicaliser. Le meilleur moyen de se débarrasser de tous ces problèmes, c'est celui qui nous est indiqué par Spinoza, à savoir la radicalisation, mais sans reste, intransigeante de l'hypothèse du déterminisme. Le changement politique, la transformation des institutions, la transformation de soi, toutes ces choses sont intégralement pensables dans le cadre de l'hypothèse déterministe. C'est ça qu'il faut dire avec la dernière fermeté. Et donc pour conclure, on peut dire que cet espace de liberté qui demeure peut en provoquer ces changements politiques, sociaux, des changements considérables que vous appelez de vos voeux, Frédéric Lordon ? Ce ne sont pas des espaces de liberté qui demeurent, ce sont des possibilités de faire autre chose. Car c'est ça en définitive l'idée. Le déterminisme n'est absolument pas incompatible avec l'idée que les individus et les sociétés puissent faire autre chose, puissent faire autrement. Simplement, elles auront été déterminées, dans certaines conditions, à faire que ces autres choses soient possibles. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna. Bonjour Tiffaine, bonjour à tous. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de bonheur. Absolument, c'est même le sujet de l'ouvrage Apicratie, écrit par la sociologue Eva Illouz et le psychologue Edgar Cabana, dans lequel les deux chercheurs interrogent la place ambiguë qu'occupe le bonheur dans nos sociétés modernes. En réalité, c'est une version tout à fait réduite du bonheur qui est abordée dans cet ouvrage, celle élaborée au tournant du XXe siècle par les tenants américains de la psychologie positive, et postulant que pour atteindre ce sacro-saint bonheur, les personnes devraient effectuer un travail sur elles-mêmes afin de mieux se connaître et de mieux se corriger.
Car c'est bien de cela qu'il est question. L'enjeu est de travailler sans cesse à une amélioration, à une maximisation même de notre potentiel pour atteindre une forme de béatitude sereine. En devenant une injonction sociale, la quête du bonheur devient aussi une source d'angoisse qu'il convient alors de combler, la poursuite du bonheur au carré en somme. Mais n'ayez crainte, vous n'êtes pas seul. Au-delà de cette joyeuse novlangue élaborée aux frontières du management et du développement personnel, vous pourrez trouver une foule de livres, de formations et autres applications numériques vous permettant d'atteindre ce bonheur perpétuel. C'est d'ailleurs ce que les auteurs appellent les marchandises émotionnelles. Oui, sorte de marchands du temple moderne ayant colonisé peu à peu les esprits et les librairies avec la promesse toujours renouvelée de nous rapprocher de nous-mêmes. Tous ces articles participent ainsi au travail de persuasion collective visant à nous convaincre que cette quête est la nôtre et que nous en priver serait nous condamner inéluctablement au malheur. Mais c'est surtout une source de consommation virtuellement infinie, car personne n'est jamais suffisamment sain ni suffisamment heureux. C'est donc une quête de soi à soi qui chaque jour se trouve nourrie d'un nouveau mantra, d'une nouvelle méthode ou d'un nouvel objectif à atteindre pour se trouver véritablement esprit sain dans un sain corps. En témoignent les ventes phénoménales des livres dits de développement personnel, toujours dans les classements des livres les plus achetés, Arjuna. Exactement, mais cette impossibilité psychologique du bonheur, pour citer Proust, est nourrie par ceux-là même qui prétendent nous fournir les clés du bien-être. Il aura fallu à peine plus d'une décennie pour nous convaincre que la valeur cardinale de notre existence tenait dans un sentiment empreint d'individualisme et de consumérisme vorace. Sous couvert de nous aider à mieux vivre, ces théories nous maintiennent en réalité dans une forme de servitude câline, joyeuse et volontaire. Mais au-delà de ces logiques assez classiques de suggestion et de persuasion du consommateur, l'avènement du bonheur et de sa quête effrénée a eu des incidences bien plus profondes dans notre manière d'être au monde. La recette du bonheur ne repose plus sur une tentative de changer le monde, mais sur une quête permanente de se changer soi-même, changer la manière dont on pense, dont on ressent, dont on se comporte au quotidien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mantras de ces gourous du développement personnel sont des formules magiques appliquées de soi à soi. En intégrant le postulat que pour être heureux, il faut avant tout se changer soi-même, on accepte en réalité de renoncer à changer le monde. Si mon bonheur ne tient qu'à moi et à moi seul, à quoi bon m'ancrer dans une logique de changement plus large? À quoi bon lutter contre les structures du capitalisme qui nous oppriment? C'est d'ailleurs l'une des thèses centrales de l'ouvrage d'Illouz et Cabana. Oui, les auteurs postulent clairement dans leur livre l'alliance objective de cette doctrine du bonheur et du néolibéralisme. En clair, plus les individus achèteront ces livres de développement personnel, et moins ils se soucieront de combattre les injustices du monde. Ils expliquent ainsi que les personnes se sentant impuissantes face aux aléas de l'économie se rassurent en se disant qu'ils peuvent retrouver prise sur leur vie grâce aux outils fournis par l'industrie du bonheur, outils qui fournissent selon les auteurs un sentiment d'espoir, de puissance et de consolation, un cocon de plénitude dans un monde mauvais ou la dissolution de la lutte dans la perspective du bonheur individuel.